Eh bien, bienvenue sur ce deuxième temps de la journée. En tous les cas, bienvenue sur ce temps de présentation du référentiel version 2024. Je vais donner assez vite la parole donc à Marc Prouet, qui en fait va vous présenter donc cette nouvelle version du référentiel du MAS. C'est une évolution. Ce n'est pas une révolution. Allez, on va démarrer. Donc, comme on vous l'a dit, c'est une version qui va dans la continuité du premier référentiel. On l'a amélioré. Donc, il y avait des petites choses à améliorer sur le référentiel et on l'a fait évoluer. Voilà. Donc, vous avez la couverture du référentiel qui a été changée. Donc, vous voyez bien que cette couverture représente tous les métiers. Si vous regardez, il y a de l'industrie, il y a de la tuyauterie, il y a du BTP, il y a de l'énergie. Donc, on voit tous les métiers. Pourquoi ? Parce que le référentiel, longtemps, on a dit pétrochimique, effectivement. Ça a démarré sur la pétrochimie. Mais aujourd'hui, on a un référentiel qui s'adapte à toutes les entreprises, utilisatrices comme intervenantes. Donc, je vais vous présenter les évolutions de ce référentiel par axe. Donc, on vous a présenté un petit sommaire et à chaque fois, on repartira du sommaire. Donc, on va démarrer sur l'introduction, la comparaison des cotations qu'il y a entre 2014 et 2024, toutes les évolutions, synthèse, les détails, axe par axe. Et on finira sur une conclusion. Donc, au niveau de l'introduction, donc, on vous l'a présenté ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, donc c'est un réseau d'interlocuteurs de proximité, 11 associations, 6 441 entreprises adhérentes, 376 entreprises utilisatrices, 6 000 entreprises intervenantes. Et aujourd'hui, on n'est pas que sur le territoire national, puisque vous voyez qu'on est dans les dom-toms. On voit aussi l'océan Indien et vous avez un développement en Afrique, notamment sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc ce référentiel, il a fallu forcément prendre en compte ces éléments-là, puisque vous voyez sur l'ancien référentiel 2014, on parlait de code du travail, des choses comme ça. Aujourd'hui, la réglementation doit s'adapter au pays dans lequel on est. Si on est en Côte d'Ivoire, forcément, il n'y a peut-être pas forcément le code du travail, donc il faut qu'on s'adapte à la réglementation du pays. Donc on a eu en 2019, vous voyez que pour faire un référentiel, il faut un peu de temps. Donc en 2019, on a eu un mandat du CA pour regarder le référentiel et faire un état des lieux du référentiel. Est-ce qu'on le complète ? Est-ce qu'on le révise ? Donc on est parti sur une révision. Et puis on a eu, vous savez bien, en 2020, on a eu le problème du Covid, on a eu la crise des gilets jaunes, on a passé par plusieurs étapes, donc on a eu du mal à se réunir. Donc ça a mis un peu de temps. En mars 2023, il y avait un nouveau mandat pour rédiger une nouvelle version du référentiel. Et puis en 2024, on a sorti en juin 2024 le référentiel. Et celui de 2014, alors on est dans les mêmes dates, parce que 2014, on l'avait sorti en juin 2014, et présentation en septembre-octobre, pour un démarrage en début d'année. Donc on est tout à fait dans le même créneau, sauf qu'entre les deux référentiels, on a mis 10 ans. Donc 2014-2024. Avant, on changeait les référentiels à peu près tous les 5 ans. On voyait ça avec Nicolas Lizard ce matin, Nicolas Chouteau. Et Nicolas nous disait ce matin, j'ai tous les référentiels, et c'est vrai qu'avant, on faisait tous les 5 ans. Donc ça veut dire que le 2014 a bien vécu. Bon, il était temps de le changer. Donc on l'a pas changé entièrement, on l'a fait évoluer. Voilà. Donc vous aviez dans le 2014 des choses qui apparaissaient comme qui étaient nouvelles, la santé, l'environnement. Donc tout ça, c'était nouveau par rapport aux anciens référentiels. Donc 2014, c'était des nouveautés. Et on avait commencé à parler de culture SSE dans le 2014. Mais on n'en parlait que dans le chapitre 2. Voilà. Donc on s'est dit, il faut faire évoluer ces choses-là. Et c'est là-dessus qu'on est parti. Alors à côté, vous avez toutes les instances du MAS avec les différents comités. Et donc le comité qui a travaillé sur le référentiel, c'est le comité technique du référentiel. Voilà, il y a plusieurs comités qui travaillent sur la formation, etc. Donc les réunions, on a fait au niveau de réunions, c'est des réunions sur une journée. On se réunit souvent à Paris, c'est le centre, un petit peu haut, mais c'est le centre. Principalement donc en présentiel, 25 réunions.
On a rappelé que les membres étaient des bénévoles. Hein. Vous êtes tous des membres de l'association, donc tous travaillent bénévolement. Et donc, on a un représentant de chaque association. Donc, les données d'entrée. Donc, ce qui était intéressant, un petit peu comme un système de management, comme votre vue de direction, on a récupéré toutes les données d'entrée pour modifier ce référentiel. Donc, on a parti sur les remontées des adhérents. Donc, on avait certaines remontées des adhérents qui nous disaient on veut un peu plus de santé, on veut un peu plus d'environnement dans le référentiel. Il y a des coquilles, donc il faut modifier les coquilles. On a eu des remontées des auditeurs. Donc, les auditeurs nous ont fait des remontées par rapport à ce qu'eux, ils vivaient sur le terrain quand ils feront des audits sur vos entreprises. Vous avez des remontées des comités de pilotage. Donc, on siège au comité de pilotage. On s'aperçoit aussi entre l'auditeur, la remontée de situation qu'on a, on s'aperçoit que des fois, il y a des choses qui ne collent pas avec le référentiel. Il y a une chose qui ne collait pas et qu'on s'est aperçu rapidement, et tous les comités de pilotage ont vu ça, c'est la notation. Souvent, on avait des notations assez hautes, et pourtant, on peut avoir 80%, et pourtant, on met 1 an. Donc, certaines entreprises ont du mal à comprendre pourquoi ils ont 80% sur les 5 axes du référentiel, et ils ont 1 an de certification. Donc, on a essayé de revoir cette cotation. Mais ce n'est pas la cotation qui fait qu'on va mettre 1 an ou 3 ans. Donc, c'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. Après, dans les remontées des associations locales, chaque association avait aussi des remontées, donc on a pris en compte toutes ces remontées. On a fait une étude comparative aussi entre les différents référentiels qui existent, donc le MAS et le VCA, puisqu'on a des passerelles avec VCA. Donc, si on est masé pour la Hollande, par exemple, on a une passerelle entre MAS et VCA. Donc, on a regardé, on a fait une étude comparative du VCA par rapport à MAS. On a fait aussi une étude comparative de MAS avec l'ISO 45000. Alors, on en parlait ce matin. L'ISO 45000, c'est un audit santé-sécurité, mais basé surtout sur le documentaire. La différence de MAS, c'est qu'on a l'axe 3 qui est la partie terrain. Pratico-pratique, on disait ce matin. Donc voilà, c'est un terme que certains n'avaient pas entendu à part dans l'association MAS. Donc effectivement, le référentiel MAS a cet avantage-là. Après, on a fait une étude comparative aussi avec l'ICC de Total Energy, qui aujourd'hui rentre dans MAS, dans le système MAS. Donc voilà, parce qu'on avait forcément des points communs. Et puis il y a une enquête, tout à l'heure on parlait de la CARSAT de Normandie ce matin, qui nous accompagne puisqu'on est sur la Normandie. Mais on a aussi la CARSAT du Sud-Ouest qui a MAS Méditerranée, qui ont travaillé sur une étude comparative des causes communes des événements qui pouvaient se produire. Donc avec tout ça, on avait un certain nombre de données d'entrée, ce qui nous a permis de pouvoir travailler. Je vais vous faire la différence de cotation. Voilà. Donc, on a changé des petites choses. Alors, il y a des choses qui ont changé et des choses qui n'ont pas changé. On a maintenu les 5 axes. Donc ça, c'était évident. On est resté sur nos 5 axes. Même si on a modifié un titre ou des petites choses dans les axes, on est resté sur les 5 axes. On est toujours sur 5000 points en initial, 6000 points en renouvellement. Donc ça n'a pas changé. Le nombre de questions totales, à peu près semblable. Alors, ce qui a changé, on a changé la cotation. Avant, dans le premier mandat qu'on avait eu sur le référentiel 2014, on nous avait dit, sur les 5 axes, on est à 1000 points par axe, quand on est en initial. Et donc, il fallait maintenir les 1000 points par axe. Donc, quand vous regardiez l'ancien référentiel, on avait sur l'axe 1, quand vous faisiez un initial, 1000 points, 1000 points, 1000 points, et on avait 5000 points à la fin. Là, on a changé, on a bousculé un petit peu les choses. Et donc, vous avez en bleu la cotation 2014, avec le nombre de questions qu'on avait sur 2014, et la cotation 1000 points ou 1275 pour l'axe 1. Donc, ce qu'on a changé, c'est que vous voyez là, l'axe 1, il n'est plus à 1000 points, il est à 900 points. Donc, on a changé un petit peu cette cotation des points pour équilibrer et rendre aussi l'axe 3 beaucoup plus fort. Donc, l'axe 3 est passé à 1300 points. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence avec 45 000, c'est que notre référentiel, il y a la partie terrain, avec l'audit de terrain. Donc, on a renforcé ce point-là et on a renforcé l'axe 4 aussi
à 1100 points pour un initial. Et après, on a toujours la partie des questions variables, variables doubles. Donc ça n'a pas bougé. Donc vous avez des questions qui sont variables, variables doubles, et les questions binaires. Donc beaucoup plus de questions sur le terrain, plus de points sur l'axe 3 et l'axe 4 sur l'efficacité du système. Donc sur la typologie des questions, donc vous avez la différence entre 2024 qui est en haut et 2014 qui est en dessous. Donc le nombre de questions en cotation 268 pour 265, vous voyez, à peu près semblable, c'est ce que je vous avais dit. On est toujours à 5000 points. Le nombre de questions binaires, par contre, on a en 2024 beaucoup plus de questions binaires. Alors, question binaire, c'est souvent une réponse par oui ou par non. Et on s'était aperçu sur ces problèmes de questions binaires, c'est qu'on mettait beaucoup de points sur les questions binaires des fois. Donc on avait des questions binaires qui montaient à 25 points. Alors, avez-vous une politique SSE? Oui, 25 points. Donc du coup, on a changé aussi cette cotation question binaire. On est resté sur du oui ou non, donc c'est 0 ou le maximum des points pour le binaire. Sauf qu'aujourd'hui, on monte à 10 points maximum sur le binaire. Donc, si vous répondez par oui, par non, la plupart du temps sur une question, ça sera 0, 5 ou 10 points. Voilà. Après, on a le nombre de questions binaires. Donc, vous voyez qu'on a augmenté le nombre de questions binaires. Sur les questions variables, on a baissé un peu les variables. Et on a en nombre de points 2620 points sur les questions variables. Donc, vous avez des questions variables. Par contre, il y en a moins. Mais il y a des questions variables qui ont beaucoup plus de points en niveau. Avant, on s'arrêtait à 50 points maximum. En variable double, on pouvait monter à 100 points. On a des questions à 80 points, voire 100 points. Donc, qui peuvent monter très haut. Sur des questions importantes. Voilà. Donc, la montée en exigence des questions binaires, notation, et les questions de variable double incontournables entre 50 et 100 points maximum. Donc, ça peut forcément, quand on fait une variable, l'auditeur va analyser le dispositif et en fonction du dispositif qu'il a analysé, soit vous êtes très bon et vous êtes plus près des 100 points, soit vous n'êtes pas bon et dans ce cas-là, on est plus près du 0 et ça peut faire mal au niveau de la cotation. Voilà. Donc on devrait avoir une cotation qui va changer entre 2014 et 2024. Donc au niveau des évolutions, donc sur les évolutions, on a conservé des choses. Il y a des choses qui ont changé, qu'on a modifiées, et il y a des choses qui sont complètement nouvelles. Donc sur les principes des évolutions, on a conservé le principe de neutralisation de certaines questions. Si vous vous rappelez, dans le 2014, c'était une nouveauté. On avait dit qu'on pouvait neutraliser jusqu'à 30% des questions, notamment sur, par exemple, pour les sociétés d'emploi, travail temporaire, où il y avait des questions où ils ne pouvaient pas répondre, puisque le salarié n'était pas dans leur entreprise, mais plutôt dans une entreprise utilisatrice. Donc, on pouvait neutraliser un certain nombre de questions, à l'auditeur de préciser quelles questions ils avaient neutralisées. On a gardé ce principe de neutralisation de quelques questions, sauf qu'on a noté, vous verrez dans le référentiel, on a noté les questions qui peuvent être neutralisables. Donc, dans la question, vous avez en dessous, cette question peut être neutralisable. Donc, on précise lesquelles. Donc, on ne peut pas neutraliser toutes les questions. Il y a des questions où vous êtes obligé d'y répondre. Mais par exemple, un exemple de question qu'on peut neutraliser, je suis un chef d'entreprise. Donc, je suis un indépendant, je suis tout seul, je travaille tout seul. Voilà. J'ai le droit de me faire maser, comme tout le monde. Donc, je me fais maser, je suis auto-entrepreneur, je suis indépendant, je suis un artisan, je suis tout seul, je n'ai pas de salarié. Ben, le Code du travail, il dit l'affichage est obligatoire à partir du moment qu'il y a un salarié. Donc, ça veut dire que lui, il n'est pas salarié de son entreprise, il est artisan. S'il est artisan, il n'a pas besoin d'avoir un affichage obligatoire, parce que le Code du travail ne l'impose pas. Alors, il peut le faire quand même, hein. Mais au niveau de la législation, voilà. C'est pareil, on demande de faire des causeries. S'il est tout seul, comment il va faire des causeries à lui-même? Donc, à part se regarder dans la glace et se parler à lui-même dans la glace, il va avoir du mal à faire des causeries. Donc, il y a des choses qu'on va pouvoir neutraliser dans ce sens-là. Voilà. Donc, après, l'auditeur, par contre, il aura l'obligation, devant une restitution de copil, d'expliquer pourquoi la question a été neutralisée. Donc, il doit donner des explications au copil. Cette question a été neutralisée, c'est une personne seule. Voilà. Donc, on n'a pas à faire des causeries à soi-même. Voilà.
Après, il peut y avoir d'autres éléments, mais voilà. Donc les thématiques abordées, la santé, la sécurité, l'environnement. Avant, on parlait de SSE. Donc on parlait de SSE. Avez-vous une politique SSE? Donc il y avait des politiques où on parlait beaucoup de sécurité, très peu d'environnement, voire pas du tout, ou très peu de santé, voire pas du tout. Donc maintenant, quand on dit avez-vous une politique santé, est-ce qu'on parle de santé dans la politique? Avez-vous une politique sécurité? Avez-vous une politique environnement? Donc on ira voir les 3 domaines. Et donc ces 3 questions sont séparées et c'est des points par question. Voilà. La présence de la culture SSE à travers des 5 axes. Vous vous rappelez, je vous ai dit en 2014, c'était une nouveauté. On a intégré la culture SSE. C'était le savoir-être. Voilà, on était parti sur le savoir-être et on a intégré le savoir-être dans la partie chapitre 2. Et donc là, et à la demande du président, on a intégré cette culture SSE, voire un morceau de la Maz Academy, parce qu'on vous en a parlé tout à l'heure, dans les 5 axes. Donc je vous invite à aller sur la Maz Academy, aller regarder la Maz Academy, ça vous aidera pour votre système. La mise en page du référentiel, donc les exigences à gauche et les questions à droite. Donc ça, on n'a pas bougé non plus. Donc on a toujours ce référentiel, on a les exigences, la question. Donc quand vous lisez la question, allez regarder ce qu'on demande dans l'exigence de l'autre côté. Souvent, il ne faut pas se contenter de lire la question parce qu'il y a des explications sur la page de gauche. Donc ça, c'est conservé. Le guide des abréviations, donc ça, c'est des changements. Le guide des abréviations, on l'a mis en début du manuel. Donc quand on prend le référentiel ou le manuel, donc l'ensemble, c'est un manuel et à l'intérieur, vous avez le référentiel. Donc, l'abréviation à l'avant, ils étaient à la fin. On l'a ramené sur le début. Comme ça, vous voyez les abréviations au départ quand vous démarrez. Et puis après, ça vous permet de mieux comprendre le référentiel à l'intérieur. On a mis à jour les terminologies. Il y avait l'Union des industries chimiques. Ça a été changé. Ils ont changé de nom. Ça s'appelle Franchimie. Donc, ces terminologies ont été mises à jour. L'actualisation du lexique. Donc, on a forcément des notions à l'intérieur qui ont changé. Et donc, on a rapporté dans le lexique quelques définitions. Le renforcement et équilibrage des notions santé, sécurité. Donc ça, je vous l'ai dit. Avant, on parlait, je vais dire, le référentiel était basé beaucoup plus sur la sécurité que la santé et l'environnement. On avait commencé les prémices en 2014 de mettre de la santé et de l'environnement dedans. Là, on a équilibré toutes les questions. Il y a autant de points sur les questions de santé, d'environnement que de sécurité. La notion de culture SSE accentuée, détaillée avec des exemples. Donc je vous ai dit tout à l'heure, allez voir la page de gauche, on a mis des exemples sur la culture. Beaucoup se posaient la question et les adhérents ont remonté cette information-là. Qu'est-ce qu'on entend sur la culture SSE? Qu'est-ce qu'on entend sur le savoir-être? Bon, là, on a répondu à ces questions-là sur la page de gauche. L'actualisation avec les nouveautés réglementaires, donc la prise en compte du développement international. Donc, comme je vous l'ai dit, le référentiel a évolué, il est parti à l'étranger, donc il a fallu prendre en compte ce développement international. Le remplacement SSE par sécurité, santé, environnement, systématiquement. Donc on ne voit plus apparaître SSE. Les 3 mots sont à l'identique. Et la valorisation des questions de terrain qu'on a renforcée. Sur les nouveautés, on a créé un historique de révision. Donc il n'y avait pas d'historique de révision. Ça nous a permis de se rappeler les anciens référentiels. Et au début du manuel, vous avez un historique sur les révisions du référentiel sur la première page. Un renvoi vers les références et les procédures intermases. C'est pareil, dans le manuel, on expliquait des fois comment on fait la certification, comment on va à la certification. Alors, en 2014, on s'était dit, c'est bien, ça aide les adhérents, ils ont leur manuel, ils peuvent au début regarder comment on se certifie, comment on adhère, etc. Sauf qu'on a des procédures intermases. Les procédures intermases se mettent à jour et le référentiel, il a vécu 10 ans, donc il n'est pas forcément toujours à jour. Donc là, on explique quand même certaines procédures, mais à chaque fois, on renvoie vers la procédure intermase. Comme ça, on sait que le manuel ne sera pas forcément mis à jour, mais la procédure intermase, elle sera mise à jour. Ce qui nous permet d'être toujours cohérent avec ce manuel. On a mis les questions neutralisables indiquées dans la grille de cotation. Vous avez les questions neutralisables. Si vous prenez le référentiel, certaines questions en bas,
c'est écrit en tout petit en italique, question pouvant être neutralisée suivant les conditions définies. Donc on a défini les questions, pourquoi elles pouvaient être neutralisables. Et donc si vous répondez à ces critères-là, vous pourrez neutraliser certaines questions avec l'auditeur. Les exemples pouvant amener à la neutralisation des questions, donc on a mis des exemples. Et au niveau des exigences, la mise en grâce des incontournables. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a renforcé aussi. On a quelques incontournables. Vous avez des incontournables dans les entreprises, des règles qui sauvent la vie. Il y a des incontournables aussi dans le référentiel. Et on les a mis en gras dans la partie exigence. Donc ça, c'est important aussi à regarder, parce que quand c'est en gras, ça veut dire peut-être que c'est des points aussi, c'est des choses à mettre en avant. Et l'intégration des aspects liés à la mise au travail. Donc ça aussi, c'est nouveau. Donc on a commencé à prendre en compte la mise au travail. Donc on avait dans l'axe 3 la préparation, la réalisation. Donc maintenant, on a la mise au travail également dans cet axe. Donc voilà les principales évolutions. On va les voir à fur et à mesure. Je vais développer les axes. Donc là, je vais développer l'axe 1. Et à la fin de l'axe 1, on fera une séance de questions-réponses. Donc, je vais le faire à chaque fois de la même manière. Je vous mets les exigences qui ont été changées. Donc là, vous voyez, exigence 1 sur 2. Donc, il va y avoir 2 slides sur les exigences de l'axe 1. Et puis après, on regardera la partie questions. Donc, exigence, passe de gauche. Donc, vous avez l'accent sur l'engagement de l'employeur. Mis en gras, des obligations de moyens au niveau de l'employeur. Donc, ces obligations, les moyens qu'il doit mettre donc dans l'engagement de l'employeur. Ce matin, quelqu'un disait l'axe 1 est très important, puisque si l'employeur ne s'y met pas, on va avoir du mal à développer. Donc, voilà. Donc, l'axe 1 a été renforcé à ce niveau-là. L'ajout de l'amélioration continue comme principe essentiel de la composante de la politique. Donc, on veut voir dans la politique cet aperçu sur l'amélioration continue. Donc, pas simplement que des points d'engagement, des points d'objectif, mais qu'est-ce qu'on attend dans la politique de l'amélioration continue du système de management de l'entreprise. La mise en valeur soulignée de la notion de culture, sécurité, santé, environnement. Donc, surligné, donc ça apparaît bien en gras. Donc, cette mise en valeur de notions. On en a parlé ce matin. Il y a eu un petit débat sur la culture SSE. On vous en a parlé avec la MAS Academy. On a renforcé énormément cette partie culture SSE. Donc, encore une fois, je vous le dis, allez voir ce qu'il y a dans la MAS Academy. Ça va vous aider à évoluer à ce niveau-là. Les précisions données pour définir ces objectifs, on a donné quelques précisions pour comment on va définir des objectifs, puisqu'il y a encore des adhérents qui se posent la question, qu'est-ce que je peux mettre comme objectif, notamment sur la partie santé, sur la partie environnement. Donc des données qui ont du mal à sortir. Alors les petites entreprises, ils disent, bah oui, sécurité, ça va, j'arrive à mettre, mais sur la santé, qu'est-ce que je peux mettre? Donc on a donné des précisions à ce niveau-là. L'atteinte des objectifs, conditionnée par la mise en œuvre de moyens, mais aussi par les facteurs organisationnels et humains. Donc on vous en parlait, ça revient encore sur la culture. Donc ce point-là a été aussi développé. La modification de l'ordre des chapitres, indicateurs juste après les objectifs. Donc on avait un inversement, on met des objectifs en place, on suit des indicateurs, voilà, et ainsi de suite. Et donc on n'était pas tout à fait dans l'ordre dans l'ancien référentiel. Donc vous verrez, ces chapitres-là, dans l'axe 1, ils ont été modifiés. Un peu de cohérence. Voilà. Au niveau toujours des exigences, le vocabulaire, les indicateurs de surveillance. Donc on parle d'indicateurs de suivi. Voilà. On a changé un petit peu le vocabulaire, c'est des petites choses pour que ça soit plus simple. L'ordre des notions d'indicateurs, suivi avant les résultats. Donc forcément, on fait du suivi toute l'année et on a le résultat à la fin. Donc voilà, ça nous paraissait cohérent. Et dans le 2014, on est à l'inverse. L'ajout d'exemples d'indicateurs. Donc nombre de situations, sécurité, santé, environnement, à haut potentiel de gravité. Donc on commence à parler aussi, on en avait abordé un peu le sujet, mais on commence aussi à parler des événements à haut potentiel de gravité. Pourquoi ? Parce que vous avez des événements qui peuvent arriver, on vous demande de remonter des situations dangereuses, on vous demande d'avoir des événements qui remontent dans votre système, et puis vous avez des événements à haut potentiel de gravité où normalement on doit les analyser.
Et pour nous, un événement à haut potentiel de gravité, il peut y avoir une grosse perte, il peut y avoir une perte humaine et des dégâts matériels importants. Et donc, ces événements-là doivent être analysés comme un accident du travail, de la même manière. Et on doit y mettre des actions correctives. L'organisation du pilotage, la composition, la forme, la fréquence. Donc, on voit beaucoup d'entreprises. Alors, il y a des comités de pilotage qui se font, il y a des revues de direction, alors un comité à la fin de l'année, mais il y a des comités par trimestre, par mois sur certaines entreprises. Donc, comment est composé le comité de pilotage, sa forme et comment on fait ça, la fréquence de ces comités. L'enregistrement par l'employeur de l'ensemble des actions, même soldées immédiatement. Donc, on demande dans le plan d'action que les actions soldées soient aussi dans le plan d'action. Alors, pourquoi ? On cherche à voir la récurrence, donc garder un historique. Donc, vous pouvez avoir des actions, par exemple, mettre en place des actions immédiates. Et on avait tendance, même chez nous, dans mon entreprise, on avait tendance à dire l'action immédiate, on l'a faite tout de suite, donc voilà, on ne la met pas. Et dans le plan d'action, on met les actions préventives ou les actions correctives. Et finalement, on s'aperçoit qu'on fait des actions immédiates, mais on n'a pas la récurrence. Est-ce que ça se reproduit souvent ? Et si ça se reproduit souvent, il va falloir mettre une action. Donc on corrige à chaque fois, en immédiat, mais on ne voit pas si ça se reproduit souvent. Et on pourrait, je donne un exemple, par exemple, je suis sur une plateforme de travail en hauteur et il n'y a pas de garde-corps. Voilà. Donc je vais faire une action immédiate, je vais faire remettre les garde-corps tout de suite. Voilà, action immédiate. Ça n'apparaît pas dans mon plan d'action. 2 jours plus tard, je repasse sur la plateforme, toujours pas de garde-corps, je refais remettre les garde-corps. Action immédiate. Donc je corrige, j'évite l'accident tout de suite, immédiatement. D'accord. Mais ça se reproduit. Alors pourquoi ça se reproduit ? Déjà, il faut se poser la question. Mais en plus, on se dit, si on ne le note pas dans ce plan, parce qu'on la solde, et on ne le note pas dans ce plan, on ne va pas voir la récurrence sur l'année. Donc on ne va pas pouvoir y mettre une action définitive et corrective par rapport à cette action immédiate. Voilà. Et donc souvent, les auditeurs vous demandent de tracer vos actions immédiates aussi. L'enregistrement, donc les rubriques minimum dans le plan d'action. Alors là, je vais vous donner mon point de vue, j'étais contre. Mais on est plusieurs, c'est la majorité des voix. La mesure d'efficacité devient facultative. Donc vous savez, dans le plan d'action, on a la mise en place de l'action. Est-ce que vous l'avez mis en place ? Alors le délai où vous allez la mettre en place et est-ce que vous avez fait l'action ? Et à la fin, on avait une mesure d'efficacité. Est-ce que cette action est efficace ? Oui, non. Et comment on la mesure ? Comment on mesure cette efficacité ? Et on avait beaucoup de remontées des adhérents qui avaient du mal à mesurer l'efficacité. C'est vrai que des fois, c'est difficile de mesurer une efficacité. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai remis mon garde-corps. Je repasse le lendemain, non, il n'est pas efficace puisque le lendemain, c'est enlevé. Bon, là, c'est facile à mesurer, mais il y a des mesures qui sont difficiles. Et donc, du coup, à majorité, ils ont décidé de dire on peut avoir dans le plan d'action cette mesure d'efficacité, mais ça ne devient pas un élément important du plan d'action. Voilà. Donc, en gros, si je m'en résume, ça ne vaudra pas un écart. Ça vaudra peut-être une piste de progrès, mais pas un écart, puisque c'est facultatif. Voilà. Donc, c'était un choix. Voilà. C'est des choses qui évoluent. En 2014, c'était quelque chose de nouveau et on l'a mis en retrait cette année. Suppression du manuel comme document obligatoire. Oui, vous avez des auditeurs qui vous demandent encore le manuel. Je suis en train de remplir, je vais avoir une audit de certification bientôt. Je suis en train d'envoyer les documents à l'auditeur et il me demande le manuel QSE à l'intérieur des documents qu'il me demande pour l'audit. En 2014, on avait dit que le manuel, c'était l'ensemble du document de toute l'entreprise. Donc des procédures, c'est tout le dispositif en gros. Les procédures, les consignes, votre politique, tout ça constitue l'ensemble. Et c'est ce qu'on appelait le PAS à l'époque, le manuel ensuite. Et donc, si votre système il est documentaire mais informatisé, il n'y a plus de manuel. Voilà. Donc là, on l'a rappelé, on a voulu être clair pour que les auditeurs ne mettent pas un écart sur le manuel. Le manuel n'est plus une obligation. Par contre, vous devez avoir tout un tas de dispositifs informatisés, peut-être avec du stockage, où vous devez avoir tous les éléments qu'il y avait dans le manuel à l'époque. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on a enlevé les documents. On a supprimé l'obligation d'avoir un manuel papier
un document comme ça qu'on doit remettre à l'auditeur pour dire voilà, mes procédures c'est ci, mes consignes c'est ça, etc., etc. Vous avez votre système informatisé, si tous les documents sont dedans, à l'auditeur d'aller regarder. Voilà. Et on a mis la définition sur le récollement des textes réglementaires. Donc là aussi, on avait beaucoup de difficultés. On parle de veille réglementaire. Donc la veille réglementaire, d'ailleurs, Muriel vous en a parlé tout à l'heure, on parlait d'Amadeo. Donc vous avez tous un abonnement à Amadeo à partir du moment où vous êtes adhérent. Et c'est une veille réglementaire. Donc vous recevez cette veille réglementaire. Mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Donc le récollement, c'est ça. Qu'est-ce que je fais de cette veille réglementaire? Donc j'ai deux questions à me poser. Est-ce que par rapport au texte que je reçois, est-ce que ce texte m'est applicable? Donc je dois me poser la question, est-ce que le texte m'est applicable? Et la deuxième question que je dois me poser, si ce texte m'est applicable, est-ce que je suis conforme à la réglementation? Est-ce que je l'applique? Voilà. Donc c'est ça, c'est pas le tout d'avoir des textes réglementaires, on en a tous, hein. Je prends le code du travail, moi aussi j'ai le texte réglementaire, je dors avec. Je calme ma tête avec le code du travail, bon, bah, j'ai mes textes, l'auditeur vient, voilà, je respecte la réglementation, j'ai le code du travail. Mais là-dedans, est-ce que j'applique les textes? Donc est-ce qu'ils sont applicables? Est-ce que je les applique? C'est ce qu'on vous demande dans le référentiel. C'est de vérifier que vous respectez la réglementation, que vous avez une veille réglementaire, vous respectez les textes. Par exemple, je vais poser une question. Allez, je vais poser une question. Le 5 avril 2024, il y a un texte qui est sorti qui est une obligation des entreprises de faire la liste des produits chimiques CMR dont les salariés, donc c'est la liste des salariés exposés ou susceptibles d'être exposés à un produit CMR. Vous devez établir la liste, l'envoyer au médecin du travail, la présenter à votre CSE. Est-ce que vous avez... qui est au courant de ce texte? Ouais. Qui l'applique? Ah, il y a un peu moins de mains. Voilà. Donc effectivement, vous voyez, c'est ça le truc. On voit bien qu'il y a plus de mains qui se lèvent, on est au courant du texte, qui l'appliquent, c'est différent. Applicable au 5 juillet 2024. Donc normalement, vous devriez tous l'appliquer. Voilà. Je dis bien normalement. Donc voilà, c'est ça qu'on vous demande de faire attention. Donc sur cette veille réglementaire. La grille d'audit, donc on a changé aussi forcément les questions, hein. Donc l'accent sur l'engagement de l'employeur. Donc savoir l'expliquer, voilà. Donc on demande à l'employeur d'expliquer son engagement. C'est pas le tout d'écrire une politique. Je veux ci, je veux ça, je veux ça. Hop, la liste des courses. On demande qu'il nous explique ce qu'il attend de cet engagement. Donc l'auditeur va être obligé d'aller le questionner, d'aller voir un peu ce qu'il y a au fond de cet engagement. Et vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, les variables ont changé, hein. C'était 25 variables, on est passé à 80 variables doubles. Donc là, ça monte à 160 points quand vous êtes en renouvellement. Commence à piquer. L'affiché, donc sur l'affichage, 25 variables doubles, on est passé à 50 variables. Donc c'est la même chose pour ceux qui sont en renouvellement. Par contre, c'est plus la même chose pour ceux qui sont en audit initial, parce qu'en audit initial, vous avez 25. Donc là, en renouvellement comme en audit initial, on est à 50 variables. Donc ça pique aussi. La prise en compte des facteurs organisationnels et humains, les moyens mis en œuvre. Donc ça aussi, on demande qu'est-ce qu'on met en œuvre comme moyen. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un service sécurité. J'ai 2 salariés dans l'entreprise, je ne veux pas avoir un QSE. Mais voilà. Mais comment j'explique, comment je mets en place les choses, à qui je répartis des tâches, c'est ce qu'on demande. La pertinence des indicateurs de suivi. 40 variables doubles versus indicateur de résultat, 20 variables doubles. Donc, on a augmenté les indicateurs de suivi. Et quand le résultat est atteint, on a baissé un petit peu les indicateurs de résultat. On a fait aussi le renforcement de la pertinence de l'organisation du pilotage. Donc, est-ce qu'il y a des comités de pilotage? Est-ce que c'est pertinent qu'ils se réunissent tous les mois, tous les 3 mois, voilà, en fonction de l'entreprise, de l'organisation de l'entreprise. Le pilotage des actions via les plans d'action. Donc là, ça pique aussi. On était sur 5 points binaires et là, on passe à 50 variables doubles. Donc, on a un plan d'action. Il va falloir expliquer qu'est-ce qu'on a mis dans le plan d'action, comment on pilote les actions, qui les fait, qui fait l'action, qui la suit.
et si l'action est pertinente aussi. Dispositif d'information d'animation, c'était dans le 1.7. Donc, mais là, sur les 3 domaines. Donc, on disait, avez-vous un dispositif d'information? Vous voyez bien dans le suivi semestriel, maintenant, on vous demande, avez-vous des animations en santé? Avez-vous des animations en sécurité? On voit bien que dans les réponses du suivi semestriel, si vous regardez les vôtres, je regarde les miennes, c'est la même chose. J'en ai beaucoup plus en sécurité qu'en environnement et en santé. Il va falloir équilibrer ces animations. Donc l'axe 2, donc toujours pareil, exigence. Donc là, on a deux slides sur l'exigence. Donc on a précisé le vocabulaire salarié, parce qu'on parlait de personnel organique, personnel non organique. Alors ça perdait un petit peu tout le monde aussi. Et donc, de toute façon, ce sont des salariés. Ce sont des salariés dans l'entreprise. Et puis, on n'a pas voulu faire le distinguo entre les intérimaires, les apprentis, les CDI, les CDD. C'est vos salariés, vous les avez dans votre entreprise. Donc, vous devez traiter les salariés de la même manière, qu'ils soient en CDI qu'en intérim. Donc, voilà. Donc, ça a été précisé. On a ajout de connaissances et la sensibilité santé, sécurité, environnement pour la sélection du personnel. Donc, on parlait d'évaluer le personnel avant l'embauche. Ça, c'est dans l'axe 2. Et ça a été une nouveauté à l'époque aussi. Et là, on a ajouté voir la sensibilité du personnel quand vous faites du recrutement. Alors, c'est une partie difficile. Moi, à chaque fois, j'ai du mal à lever mon écart. Donc, un coup, j'arrive à le lever. Un coup, sans piste de progrès, j'ai toujours du mal parce que c'est bien fait, c'est plus ou moins bien fait. C'est quelque chose, avant l'embauche, de dire à quelqu'un, tu vas faire un petit test de connaissance sur la santé, la sécurité, l'environnement. Et c'est toujours difficile au moment de l'embauche. Donc, je ne sais pas pourquoi, on a du mal. Et puis là, il faut quand même vérifier aussi les compétences et les connaissances du salarié. Donc, et c'est un avantage. C'est un avantage. Vous allez avoir un salarié qui va faire un petit quiz. Chez nous, on a mis en place un quiz. Il y a 20 questions. Donc, il va avoir une notation petit bonhomme rouge, petit bonhomme orange, petit bonhomme vert. Et puis, quand il va arriver au niveau de la RH n'a pas les connaissances forcément santé, sécurité par rapport à ce quiz. Donc, elle va pouvoir l'interroger. Voilà. Vous avez répondu ça sur votre quiz. Pourquoi? Comment? Et donc, ça permet déjà de faire un débat. Et c'est ce que je dis, c'est pas parce que le petit bonhomme il est rouge qu'on va pas l'embaucher. Mais ça va vous obliger à vous poser des questions. Cette personne-là, on lui a fait faire un quiz. Son quiz, il n'a pas été très bon. Il se retrouve avec un petit bonhomme rouge. Il va falloir que je lui mette, peut-être, si je l'embauche, de la formation. Voilà, que je l'accompagne. Parce que là, il y a un manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est des questions à se poser. Alors après, ça va pouvoir aussi vous permettre, si vous avez 3, 4 candidats, tant mieux pour vous, si ça arrive, 3, 4 candidats, de choisir celui qui est peut-être meilleur. Voilà, c'est un choix aussi. Donc voilà. Ça laisse la liberté à l'entreprise, mais vous devez évaluer votre candidat avant pour savoir les notions et savoir comment vous allez pouvoir l'accompagner si vous le recrutez dans l'entreprise. L'ajout de travaux interdits. Donc, on a aussi des travaux interdits. Par exemple, si je prends des intérimaires sur l'amiante en sous-section 3, vous ne pouvez pas mettre de l'intérim. Voilà, c'est des travaux interdits. Il y a des travaux interdits à des moins de 18 ans. Voilà. Donc, cette notion d'ajout de travaux interdits. Tout nouvel arrivant doit adhérer au niveau des exigences de l'entreprise dans ces domaines santé, sécurité, environnement. Donc, comment on s'assure que le nouveau salarié adhère à tous ces niveaux d'exigence. Donc, le renforcement sur le compagnonnage, le tutorat. Donc, voilà, c'est ces parties-là. Et la fin de période de parrainage doit être actée. Donc, on ne demandait pas ça dans l'ancien référentiel. On disait qu'il fallait un parrain, etc. Puis, à un moment, vous cessez le parrainage. Donc, comment vous actez cette fin de parrainage? Donc, combien de temps ça dure, le parrainage? Et à la fin, vous dites, tiens, on va évaluer le candidat et tiens, là, il est bon, là, il a bien évolué, là, il a progressé. Là, il est un peu faiblard, il va falloir faire de la formation. Et le parrain, avec le candidat, acte cette fin de parrainage. Donc voilà, c'est ce qu'on demande aussi dans le référentiel 2024. La révision du contenu, de la fréquence, de l'actualisation de la formation, accueil sécurité. Donc là, c'est pareil, on voit qu'il y a des accueils sécurité, des choses qui se font dans l'entreprise. Mais comment on revoit le contenu?
Comment on révise ce contenu? On peut faire un PowerPoint, on fait un beau PowerPoint avec 30 slides. Hop, on présente, et pendant 10 ans, on présente toujours le même référentiel, le même. Donc, comme notre référentiel, il y a des choses qui évoluent, les entreprises évoluent. On en parlait ce matin, la culture change. Donc voilà, vous devez réviser le contenu de vos accueils, la fréquence. Normalement, c'est le code du travail. Le code du travail dit que vous devez former les salariés au poste de travail. Voilà. Et cette formation doit être renouvelée chaque fois que nécessaire. Voilà. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on voulait actualiser les choses. Donc les standards métiers, les REX notables, qui soient intégrés aussi dans cet accueil. Donc les retours d'expérience. Comment on informe un salarié que 2 ans avant, dans votre entreprise, il y a eu un décès? Voilà. Ça me paraît important et évident. Pour lui rappeler qu'il y a eu un accident grave, que cette personne-là, elle est décédée, et voilà pourquoi, comment ça s'est passé. Pour pas que ça se reproduise, c'est aussi une information à transmettre à ces nouveaux salariés. Donc c'est des choses qu'il faut aussi faire évoluer dans nos accueils. La distinction entre formation, autorisation, habilitation et aptitude médicale. Avant, on avait un grand titre, formation, habilitation, autorisation. Et donc là, on a tout séparé. Donc la formation, ce n'est pas une autorisation, ce n'est pas une habilitation. Donc la formation, vous allez envoyer ou vous faites vous-même la formation de votre salarié, hein, vous pouvez. Vous formez votre salarié, ce n'est pas parce qu'il est formé qu'il est autorisé. Je donne un exemple, le CACES, c'est une formation. Voilà. Mon salarié a un CACES pour conduire une pelle. D'accord. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est autorisé. Donc il doit être autorisé par l'employeur. Donc il a son CACES et je vais l'autoriser. Et pour l'autoriser, la loi dit qu'il faut être formé, être évalué, avoir une adaptation au poste et avoir une aptitude médicale. Voilà. Et là, l'employeur peut délivrer une autorisation de conduite. Voilà. C'est pareil pour les habilitations. Et vous avez l'aptitude médicale à vérifier avec les restrictions et les préconisations du médecin du travail. L'ajout de formation, utilisation de certains équipements de protection individuelle. Là, par exemple, ou l'exemple sur les produits dangereux, hein, quelques formations, l'éco-conduite, voilà. On parlait d'environnement, oui, il peut y avoir des formations éco-conduite, des formations sur le tri des déchets, sur track déchets, puisqu'on normalement on doit suivre nos déchets. Donc ça peut être des formations qui doivent être ajoutées dans votre plan de formation. Donc ça, c'est à l'auditeur d'aller voir ce que vous faites sur la santé, sur l'environnement. Et sur les équipements de protection individuelle, on sait que, par exemple, un équipement de classe 3 doit être, vous devez avoir une formation. Donc normalement, si je prends un harnais de sécurité, je dois former la personne avant de lui donner un harnais de sécurité. C'est le texte. L'ajout de suivi de visite médicale dans les exigences, déjà existantes dans les questions, hein, mais on a précisé dans les exigences cette partie de visite médicale avec la partie, on parlait dans la question sur les visites médicales, mais on ne le voyait pas dans les exigences, donc on l'a rajouté. La reprise intégrale du chapitre 2.3, savoir-être. Alors je vous ai dit tout à l'heure, c'était une nouveauté dans le chapitre à l'époque, hein, dans le référentiel 2014. Donc le 2.3, on avait intégré le savoir-être, la culture sécurité, santé, environnement. Donc là, facteur humain, vigilance partagée, aptitude interrogative, règles d'incontournable pour prévenir les événements de sécurité graves et majeurs, donc les événements à haut potentiel de gravité. Donc tout ça a été rajouté dans ce chapitre-là. Donc on l'a repris complètement. À l'époque, la culture, le savoir-être était l'ébauche, voilà, de la culture SSE. Et là, on a renforcé, on a mis dans les exigences, on a expliqué pourquoi. L'exemple d'éléments d'évaluation de la culture. Donc on donne aussi dans les exigences des exemples pour évaluer la culture, puisqu'on vous demandait dans le référentiel comment on évaluait la culture de vos salariés. Donc vous avez maintenant dans les exigences des explications. Sur la grille, donc côté grille de cotation, modification de la question 2.1.5, sensibilité et connaissance, santé, sécurité, environnement. Donc on passe de 5 points binaires à 30 points variables. Donc vous voyez tout ce qui est partie connaissance, sensibilité, toute la partie, je vais dire culture, on a renforcé les points. Distinction entre formation et autorisation, ça je vous l'ai dit. Ajout de questions sur la restriction réglementaire. Vous savez que, par exemple, si vous avez un salarié qui s'absente 30 jours, pour maladie ou pour accident du travail, vous devez refaire une visite médicale.
c'est la réglementation. C'est pareil, vous devez refaire son accueil sécurité. Voilà, la formation au poste de travail. Donc voilà, c'est des choses réglementaires. Donc, la liste des postes à risque. Alors là, à l'époque, on avait mis un peu l'accent sur la liste des postes à risque avec la formation renforcée, puisqu'on s'était aperçu qu'il y avait un manque. Maintenant, on s'aperçoit que dans les copiles, ça s'est rentré. Ça y est, les salariés, on a établi la liste des postes à risque, ils ont leur formation renforcée. Alors je rappelle quand même, hein, ça aussi c'est du réglementaire, hein. Il y a faute inexcusable de droit de la part de l'employeur. Si vous êtes sur un poste à risque pour un intérimaire ou un CDD, hein, tous les salariés précaires, et que vous n'avez pas fait la formation renforcée. C'est une faute inexcusable de droit. Donc, vous avez cette obligation. Donc, à l'époque, on l'avait coté à 50 variables. On est passé à 10 binaires. Voilà. Donc, ça reste une obligation. On l'a dedans, mais on l'a passé en binaire. Évaluation avant embauche, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on est parti sur santé, sécurité, environnement. Donc avant, il n'y avait qu'une question, c'était 25 variables. Donc vous faisiez une évaluation avant embauche, surtout sur la sécurité. C'était bon, on vous mettait 20 ou 25 points, voire 50 quand c'était un renouvellement. Là, c'est 3 fois 10. Donc on va regarder si vous faites l'évaluation sur la santé, sur l'environnement et sur la sécurité. Le dispositif de parrainage, s'il est mis en place, on passe à 10 points binaires. Donc là, on a baissé la cotation. Voilà. Est-ce qu'il est en place? S'adresse est appliqué. Par contre, là, on a rechangé les points. Avant, il y avait une question. Voilà. Là, on a découpé. L'évaluation du parrain. Donc, comment on évalue le parrain? Les connaissances en santé et sécurité du parrain. Donc, sa sensibilité, l'adhésion au niveau de l'exigence de l'entreprise. Et là, on est passé en 15 points variables. Donc, voilà pour ce qui est sur la grille d'audit. Et non. Voilà. Et la deuxième page. Donc, l'ajout de la connaissance de mission du parrain. Donc, ça a été ajouté. Quelles sont les missions du parrain? Donc, rajouter peut-être, on ne désigne pas un parrain parce que voilà, il faut que le nouvel embauché il ait un parrain. Le parrain, il doit l'accompagner, il doit avoir certaines compétences, il doit avoir voilà, quelques missions à fournir à son nouvel embauché pour l'accompagner dans l'entreprise. Donc voilà, donc c'est une fiche de poste hein, presque. La fin de période de parrainage actée, on en avait parlé, donc on finalise la fin de parrainage. Et encore mieux, si le salarié peut s'exprimer avec le parrain sur sa feuille à la fin de parrainage, c'est encore mieux. Voilà. Le contenu de l'accueil, conditions d'exécution du travail. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'accueil? Les précautions à prendre pour assurer sa sécurité, sa protection, la protection de l'environnement et celle des autres. La notation de REX, notable et récente dans l'accueil. Donc, vous voyez les points là. Tout ça, c'est nouveau. L'ajout de questions sur la coordination des formations. Donc, comment on fait les formations, comment c'est coordonné, comment vous suivez le plan de formation, etc. L'évaluation santé, sécurité, environnement du personnel à son poste de travail. Mise en place des modalités, l'acquisition de connaissances. Et vous avez la présence d'éléments constitutifs à la culture santé, sécurité, environnement dans l'ensemble du système. Donc, comment tout ça s'est repris dans l'ensemble du système? Donc là, on a rajouté 50 points de variables. Je vous l'ai dit, hein, la culture est un des gros éléments de ce nouveau référentiel. Donc, encore une fois de plus, allez voir Maz Academy, ça va vous aider. L'ensemble de la ligne hiérarchique, tout le personnel fait preuve de culture. Donc, ça part du directeur jusqu'en bas. Voilà. Donc, on doit évaluer la culture de tout le monde. La culture doit couvrir les 3 domaines. Donc des points par domaine, et est évalué sur les 3 domaines. Donc là, vous voyez, sur la culture, il y a beaucoup de points. Donc c'est une grosse transformation de ce référentiel aussi. Ce 3, il y a un petit peu de révolution, donc sur les exigences, la notion de modification des conditions opératoires, les aléas de chantier, dans les 4 chapitres. Donc, et pas uniquement que dans le 3.3 et dans le 3.4. On parlait d'aléas de chantier que dans le 3.3 et dans le 3.4. Donc là, du coup, on en parle dans les 4 chapitres. Les éléments concrets sur la culture dans l'organisation du travail. Donc, une fois de plus, vous voyez, on renforce la culture à ce niveau-là. L'analyse de risque faite par une personne compétente. Donc, comment on fait les analyses de risque? Alors, c'est pareil, hein, on parle de mode opératoire, vous verrez.
comment tout ça s'est fait et comment on analyse ces risques, comment on met à jour le document unique. Alors nous, on a parlé de dispositif, hein. En général, on parle de dispositif quand on parle d'analyse de risque. L'analyse de risque prend en compte l'analyse de risque de vos modes opératoires, prend en compte le document unique, prend toutes les analyses de risque possibles. On n'a pas fait un détail. Voilà. Les moyens de prévention doivent être définis pour chaque étape de travail, donc principes généraux de prévention, et les principes fondamentaux en environnement. Donc on a des principes fondamentaux sur l'environnement et on a des principes généraux. Donc aujourd'hui, dans vos moyens de prévention, hein, quand vous définissez un chantier, vous devez vous assurer comment vous protégez vos salariés. Et quand vous faites une analyse de risque, vous devez toujours commencer par les principes généraux de prévention. Moi, je dis souvent, si je devais avoir un code du travail, j'aurais ces 9 principes généraux de prévention, c'est tout. C'est quelque chose qui a été très bien fait. Et vous commencez, la première chose, c'est j'évite le risque. Le premier des principes généraux de prévention, c'est j'évite le risque. Et donc, et souvent, on ne démarre pas comme ça une analyse de risque. On va chercher à mettre des EPI, on va chercher à mettre un harnais de sécurité pour la chute de hauteur. Non. Comment je vais éviter le risque? Alors j'ai dit la dernière fois, c'est facile, j'enlève le salarié, il n'y a plus de risque. Oui, parce qu'un risque, c'est un danger plus une exposition. Voilà. Ah ben, ça ne marche pas, il faut bien que je fasse le travail. Donc je suis obligé de laisser le salarié. Donc voilà. Donc pensez toujours, quand on définit un risque, c'est un danger, d'accord, et une exposition. Une falaise, c'est un danger. Voilà. Vous êtes au bord de la falaise, je suis au bord du vide, c'est un danger. Mais s'il n'y a pas de salarié, il n'y a pas d'exposition. Donc s'il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de risque. Voilà. Mais on est obligé de mettre du salarié. Donc voilà. C'est ce qui amène les risques. Donc vous devez définir ces risques. Et par rapport à ces risques, vous devez définir par rapport aux principes généraux de prévention quand vous faites une évaluation des risques. Donc le premier risque, la première des principes généraux de prévention, c'est d'éviter le risque. Voilà. Donc quand vous entendez des gens qui disent « Oh, j'ai pris un risque », non, vous n'avez pas le droit. Voilà, c'est tout. C'est basique. Donc après, on doit évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Voilà, ça c'est le deuxième. On doit remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux, et ainsi de suite. Et quand on arrive à la fin, le 8e, c'est je dois privilégier les protections collectives sur les protections individuelles. Et puis j'arrive au tout dernier, c'est que je dois donner l'information aux salariés. Donc l'information, c'est la formation, la sensibilisation, c'est la causerie. Donc c'est bien le dernier des principes généraux de prévention. Donc quand on voit des fois des analyses et on parle d'une causerie, attention, est-ce que vous avez bien fait l'évaluation des risques? Voilà. La causerie, c'est vraiment le dernier des principes généraux de prévention. L'information aux salariés. Voilà. Donc les moyens de prévention, on a vu le vocabulaire dans la préparation. Donc on a remplacé planning par la planification. Et la planification doit prendre en compte les mesures de prévention associées au risque. Donc y compris ceux des conditions climatiques. Vous voyez, on parle d'environnement là. Vous êtes, moi je fais du BTP, si j'ai un orage, je ne vais pas aller faire du ferraillage au moment qu'il y a un orage. On sait qu'il y a un plus de risque pour la foudre. Voilà. Donc voilà, c'est des choses. L'été, les conditions climatiques. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, en Normandie, un décès. Le salarié travaille sous des bâches, puisque c'est un chantier avec des risques liés au plomb. Ils ont des pauses, voilà, tout est organisé. Le salarié a fait un malaise. Parce que sous la bâche, les conditions climatiques étaient très hautes. Donc, ouais, il faisait des pauses. Mais est-ce qu'il ne faut pas augmenter les pauses? Voilà, pour qu'il puisse y rater régulièrement, etc. Donc, il y a sûrement eu quelque chose dans l'organisation qui n'était pas bonne. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est pareil, on nous dit il faut organiser, vous voyez, par exemple, les chantiers, nous, on nous dit l'été, pour éviter la chaleur, il faut organiser les chantiers, plutôt travailler le matin plus tôt, et finir plus tôt dans la journée. Voilà. C'est souvent ce qu'on nous dit. Sauf que le matin, à 5 h du matin, si vous démarrez à 5 h du matin, jusqu'à 7 h du matin, vous ne pouvez pas faire de bruit. Et un chantier, ça fait du bruit. Donc ça pose des problèmes. Et ça ne marche pas. Donc il faut peut-être plutôt travailler sur la modulation, temps de travail. Donc il y a des possibilités. Donc voilà. Donc tout ça, ça doit être intégré. Vous devez intégrer aussi la protection de l'environnement. Aujourd'hui, moi je vois à une époque, on faisait des chantiers, on arrivait en ville, il y avait 3 arbres, hop, on coupait les arbres, c'est pas grave, on construisait un bâtiment, puis on replantait des arbres après. Non, aujourd'hui on protège les arbres, voilà. On rentre dans le chantier, et l'arbre il est protégé autour de son tronc, etc. C'est des choses qu'on prend en compte. Voilà.
Donc tout ça dans la planification, dans les fondamentaux environnementaux, ça doit être pris en compte. Et donc il n'y a pas que le tri des déchets. Ouais. Donc vous avez aussi un certain nombre de choses à prendre en compte. S'il y a une fuite de liquide au sol, il y a des kits anti-pollution, des choses comme ça, à mettre en place sur votre chantier. On a clarifié certains critères de sélection des sous-traitants et le renforcement des mesures compensatoires. Donc là, on avait aussi beaucoup d'écarts, souvent sur les sous-traitants. On demande est-ce que le sous-traitant est masé? S'il est masé, il a un système, donc c'est plus facile. Ou équivalent, ça peut être équivalent. Donc, et après, s'il n'est pas masé, s'il n'a pas de système, qu'est-ce qu'on met en place comme mesure compensatoire si on sélectionne ce sous-traitant? Voilà. Donc il faut mettre en place quelques mesures compensatoires, comment on l'accompagne, etc. Donc ça, on a renforcé ces critères-là. On a précisé les tâches à réaliser, y compris fin de chantier. Donc on a rentré les fins de chantier et les points d'arrêt à prendre en compte dans la rédaction des modes opératoires. Donc vous avez des modes opératoires. Alors le mode opératoire, pour être simple, c'est pareil, on a tous des modes opératoires. Moi j'en ai pas loin de 200 dans la base, écrits, prêts à dégainer. Sauf que c'est un mode opératoire quand il faut faire attention entre le prescrit et le réel. Un mode opératoire, aujourd'hui, il va m'aider pour ma rédaction après de mon plan de prévention que je vais transmettre à mon client. Mais il faut l'adapter au réel. Parce que vous avez dans votre mode opératoire la façon de faire. C'est ce que j'appelle la liste de courses ou la recette. Vous faites un gâteau, vous ne mettez pas le plat à cuire avant d'avoir mis la farine, les œufs, l'eau, etc. Voilà. Donc c'est ça le mode opératoire. Donc vous avez vos tâches dans un ordre prescrit. Et puis après, vous avez une analyse de risque avec des mesures de prévention qui sont associées à ces tâches. Voilà. Et dans ce déroulé-là, ce qu'on veut voir aussi apparaître dans les modes opératoires, c'est des points d'arrêt. C'est de se dire, si je n'ai pas ce point-là, je vais dire un exemple, par exemple, j'ai dans mon mode opératoire un engin, j'ai une grue. Voilà. Moi j'ai des grues à tour, donc j'ai une grue à tour. Et dans ma grue à tour, elle doit être vérifiée cette grue, pour savoir si on peut faire du levage avec. Si je n'ai pas la VGP de ma grue, je ne peux pas continuer. Voilà. Il faut que je m'arrête, parce qu'il me manque quelque chose. Donc vous devez avoir des points d'arrêt qui vous permettent de dire stop, je ne peux pas aller plus loin. Voilà. La précision sur les locaux de vie, on parlait des locaux de vie. On avait mis quelque chose dans le référentiel 2014, mais on parlait des locaux de vie chez le client. Voilà. Et dans les locaux de vie, de toute façon, le code du travail il est clair. Vous devez des locaux de vie à vos salariés. Voilà. Donc des toilettes en fonction d'un certain nombre de salariés. Donc c'est prescrit dans le code du travail. Donc c'est des choses à regarder et pas que chez le client. Voilà. Si vous avez des dames dans votre entreprise, il doit y avoir des toilettes pour les dames. Voilà, des vestiaires pour les dames. Voilà. Donc il faut s'adapter. C'est des choses à prendre en compte. Le planning est suivi lors de la réalisation du travail. Comment vous suivez votre planning? Et l'ajout de la mise au travail. Donc je vous avais parlé de la mise au travail, quelque chose de nouveau qu'on a ajouté dans le référentiel. Donc les modes opératoires, les analyses de risque, est-ce qu'ils sont disponibles sur le chantier? Est-ce que vous avez des modes opératoires prescrits pour le travail après? Est-ce qu'il y a des mesures de prévention? Comment vous les communiquez? Comment ils sont comprises? Comment ils sont appliqués? Donc tout ça, ça vous aide aussi avec les causeries. Ça peut être un moyen de diffuser les informations. Ça peut être aussi d'autres choses. Alors on parlait ce matin du pré-job. Voilà, pré-job. Nous on a ce qu'on appelle les 5 premières minutes pour gagner sa vie. Moi j'aime bien ce petit document. C'est un document, c'est le matin, le chef il se réunit. Et aujourd'hui je peux vous dire, les chefs ils auraient du mal à ne pas le faire. Donc le matin avant de démarrer la tâche, hop, on a un Velleda qui est collé. Alors essayez de monter. C'est un grand tableau, un peu plus qu'un format A3. Et donc on a notre analyse de risque. Est-ce qu'il y a des risques? Donc aujourd'hui on va faire quelle tâche? On va faire des coffrages. Donc ok, on va faire des coffrages. Quel est le risque avec le coffrage? Il faut le lever. Ok, levage. Et quel est le risque? Qu'est-ce qu'on met comme mesure? On délimite la zone d'évolution. Ok. Et donc c'est un mini mode opératoire, mais pour la journée. Donc on a ça, et sur ça, donc on met les équipes, on met les gens, on discute avec les équipes, on va faire ça comme ça, on va prendre tel outillage, l'outillage doit être contrôlé, attention, t'as pas fait la vérification, etc. Et donc on a notre pré-job qui est prêt, notre 5 premières minutes.
notre mode opératoire de la journée. Et ça nous permet de démarrer la tâche de la journée. Et je trouve ça super bien parce que quand vous faites les modes opératoires, le plan de prévention qui est gros comme ça, hein, ce que je disais ce matin, est-ce qu'on l'a retenu? Je ne suis pas sûr. Par contre, si on va discuter avec le chef avant de démarrer la journée sur ça, attention, il y a tel risque, voilà, le salarié, voilà, il va en discuter. Moi, je vais faire comme ça, et ils savent faire. Et donc, c'est un outil qui est très intéressant. La formalisation écrite de la mise au travail n'est pas imposée, mais les exigences doivent être vérifiées. Donc nous, on l'a fait avec ce document-là. Et je demande à mes chefs, parce que c'est un VLEDA, donc je demande à mes chefs à la fin, quand vous avez fini ça, vous prenez une photo. Comme ça, c'est enregistré, c'est alimenté. On a même réussi à mettre sur certains, parce que j'ai des grosses constructions, sur certains, on a le plan de la construction avec des stabilos qu'on fait sur le plan, direct sur le tableau. Détails apportés aux moyens humains, techniques organisationnelles, la mise en place au travail dans les 3 domaines, santé, sécurité et environnement. À chaque fois, on vérifiera. Donc tout ça, c'est expliqué dans le référentiel. L'ajout de la notion de fin de tâche, travaux, prestations. Donc l'existence, le contenu du dispositif. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va vous demander aussi le renforcement du retour d'expérience, le bilan, retour d'expérience. Comment vous faites le retour d'expérience? À quel moment vous le faites? Qu'est-ce qu'il y a? Un retour d'expérience, ce n'est pas forcément qu'un chantier négatif. Ça peut être aussi un chantier positif. Donc du retour d'expérience intéressant sur tous les chantiers, sur tous les domaines. Et à quel moment vous le faites? Et une fois que vous avez fait ce retour d'expérience, comment vous le diffusez dans l'entreprise? Comment vous l'amenez dans la suite, ce qu'on disait tout à l'heure sur les nouveaux embauchés? Comment ils vont être informés de ces retours d'expérience? L'ajout du retour d'expérience aux résultats et aux mesures et aux impacts environnementaux. Donc, on doit prendre tout en compte, la sécurité, la santé, l'impact environnemental, dans le bilan. Et donc, à ce niveau-là, sur les retours d'expérience, c'est pareil. C'est comment vous en servez à la fin dans votre revue de direction, mais ça, j'en parlerai dans le chapitre 5. Au niveau de la grille, donc on a repris les phases d'analyse de risque, préparation, réalisation. Donc les modifications des conditions opératoires, donc on a revu tous les chapitres là. Donc ce chapitre-là, ce point-là sur le chapitre 3, beaucoup bougé. La méthode d'analyse, donc une question à 5 points binaires est définie en 3 questions de 10 points binaires. Formalisme, maîtrise, visite des lieux. Comment vous faites votre méthode d'analyse? Vous savez, par exemple, je vais prendre un plan de prévention. Voilà, décret de 92, intégré dans le Code du travail, plan de prévention. Le plan de prévention, dedans, il y a un article du Code du travail qui dit qu'il doit y avoir une inspection commune. Voilà. Donc vous avez votre mode opératoire, normalement. Vous avez votre mode opératoire. Normalement, on doit faire une inspection commune. Et cette inspection commune, on l'a fait sur le chantier, sur le terrain où vous allez intervenir. C'est comme ça que ça doit être fait. C'est comme ça que c'est prescrit dans le Code du travail. Vous regarderez les conseils de mascotte, on en parle dedans. Et il y a aussi un document, justement. Donc, ça doit être fait comme ça. Et ça vous permettra d'aller voir sur le terrain pour pouvoir remettre à jour votre mode opératoire. C'est cette inspection commune qui va vous permettre de remettre à jour votre mode opératoire. Donc, vous avez un mode opératoire, c'est le travail prescrit. Et après, le travail réel, attention, il y a une ligne électrique en hauteur. Voilà. Et donc, je devais faire de la nacelle et à côté de la ligne électrique, il va falloir que je me pose des questions. Voilà. C'est des exemples. La prise en compte donc, des personnes de l'entreprise dans toutes les activités. Donc, prendre en compte pas seulement les salariés qui sont sur le terrain. Quand on dit prendre en compte toutes les activités, par exemple, moi je fais du BTP. Quand on démarre un chantier, on a une base vie. Vous voyez, on va mettre en place une base vie. La base vie, c'est une prestation de service pour nous. Donc, qui dit base vie, prestation de service, elle n'est pas intégrée, c'est pas un sous-traitant. Un prestataire, la dernière fois on faisait la discussion avec la CARSAT, un prestataire n'est pas un sous-traitant. Il n'a pas un contrat de sous-traitance. Donc il travaille pour l'entreprise, il vient poser la base vie. Alors la différence entre un sous-traitant et un prestataire, la plupart du temps, la réponse c'est un prestataire, quand on a fini le chantier ou l'ouvrage, il ne laisse rien à l'ouvrage. En fin de compte, il pose sa base vie, à la fin il renlèvera sa base vie, il n'y a rien de laissé à l'ouvrage. Ça c'est de la prestation de service.
Voilà. Donc, on a des prestataires comme ça, comme celui qui vient monter la grue, par exemple. Ce sont des prestations de service. Donc, là-dessus, c'est pareil, il faut les prendre en compte. Donc, je dois les prendre en compte dans mon PPSPS ou mon plan de prévention, si j'ai un plan de prévention. Donc, ils m'amèneront leur analyse de risque que je vais intégrer dans mon plan de prévention. Voilà. Parce que je ne suis pas forcément un sachant comment on monte une grue. Voilà. Mais je dois intégrer leur analyse de risque dans mon plan de prévention. Voilà. Donc, il faut que je les prenne en compte. L'application des principes généraux de prévention, vous voyez, on en parlait, et les principes fondamentaux environnementaux. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a pris en compte l'international. L'international ne parle pas du Code du travail, mais les principes généraux de prévention, c'est une base. Voilà. Donc ça marche partout, même à l'international. Et je vais même vous dire mieux, vous savez, il y a eu un article dans le journal il n'y a pas longtemps. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je vous ai dit, ils sont dans le référentiel, ils ont pris l'association en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décrété que le référentiel MAS était leur base, parce qu'ils n'ont pas de code du travail, donc c'est leur base. Voilà. Ils ont pris ça en référence, donc c'est une bonne chose. Voilà. Mesures de prévention, donc dans la planification, toutes les mesures, et les points d'arrêt et les fins de chantier dans les modes opératoires. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. La prise en compte des locaux de vie. Donc là aussi, on a mis des points. L'utilisation des sous-traitants. Donc comment vous intégrez un sous-traitant qui n'est pas certifié. Qu'est-ce que vous lui demandez. Comment vous l'accompagnez. Les mesures compensatoires. Le détail de la mise au travail est répercuté sur plusieurs questions. Donc la mise au travail, on le retrouve dans ces questions-là. Et au total, 170 points, dont une question variable sur 100 points. Donc là, vous voyez, la mise au travail, ça commence à piquer aussi au niveau des points. Les moyens de prévention définis, est-ce qu'ils sont appliqués? Ouais. Le maintien des équipements de travail en bon état. Donc, comment vous maintenez les équipements de travail en bon état? Alors, c'est bien, on a une VGP, l'engin, il arrive, mais comment on suit cet équipement? Comment il est mis en état? Comment vous vérifiez que le harnais de sécurité que vous avez confié à votre salarié, il est en bon état? Donc, il y a des obligations. Voilà. Les moyens organisationnels, l'ajout de questions spécifiques sur les mesurages des expositions. Des questions aussi sur l'application des moyens de prévention, de préserver l'environnement. Donc, vous allez avoir des questions aussi, comment vous avez préservé l'environnement, comment vous avez, par exemple, vous avez des produits chimiques. Moi, j'ai de l'essence pour mes engins. J'ai une petite tronçonneuse, donc j'ai de l'essence. Est-ce que ça, c'est sur des bacs de rétention? Est-ce que j'ai un kit pour l'environnement, pour protéger au cas où ça se déverserait au sol et des choses comme ça? Voilà. L'ajout de notions de fin de tâches, de travaux et de prestations, et le REX. Donc, voilà sur la grille ce qu'on a rajouté. Donc, il n'y a pas de changement, sauf cette partie mise au travail qui a été rajoutée et renforcée, en gros. Voilà, l'efficacité du système. On a repris tout le chapitre. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'avant, dans l'ancien système, on mesurait l'efficacité du système de management en reprenant l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3. Donc on avait donné des points dans l'axe 1, 2 et 3, et on les redonnait dans l'axe 4. Donc alors, ça donnait de l'avantage quand on avait des points positifs. Donc on avait encore des points positifs dans l'axe 4, mais ça donnait aussi un inconvénient. Si on avait des points négatifs, on les retrouvait dans l'axe 4. Donc on avait la double peine. Donc on a voulu changer tout ça. Donc du coup, on a la reprise totale de l'axe sur les 3 chapitres. Donc on a supprimé l'ancien chapitre 4.1 et on a rajouté le 4.1, c'est l'analyse des situations dangereuses, des risques d'accidents, des accidents, des maladies professionnelles et des impacts environnementaux. On ne vous demandait pas forcément dans l'ancien référentiel d'analyser les impacts environnementaux. Maintenant, on vous le demande. Voilà. Il y a des obligations dans le code de l'environnement. De toute façon, vous devez avoir des analyses environnementales. Pour les grosses sociétés, vous devez avoir un scope 1, scope 2, scope 3, etc. Donc, il y a des obligations aujourd'hui qui rentrent dans vos obligations. Donc, recueil des faits, contrôle de l'efficacité de l'action corrective immédiate, l'analyse approfondie de l'événement avec un seuil de criticité pour la méthode d'analyse. Est-ce que je fais une analyse approfondie ou j'en fais pas? Est-ce que j'ai mis un seuil? Voilà. Donc tout ça, on l'explique aussi dans l'exigence. L'audit de terrain, donc le 4.2, donc la partie comment je contrôle le terrain, l'ensemble des activités du personnel sur les 3 domaines.
Donc, je ne me contente pas de faire un audit que sur la sécurité. Donc, je le fais aussi sur la santé et l'environnement. Et comment j'identifie les points forts, les écarts, les pistes de progrès. Traçabilité des actions que je peux avoir sur ces audits. L'audit système, vous avez une obligation de faire un audit système une fois par an, à blanc. L'audit de certification, quand vous avez un audit de certification, compte pour un audit système. Mais vous avez l'obligation au moins de couvrir une fois par an votre audit système. Et c'est pareil sur les 5 axes. On a déjà vu des audits système où on n'a pas fait l'axe 4 ou l'axe 3. Voilà. Pourquoi? Bon, passer à côté. Ça veut dire que votre audit système, il n'est pas complet. Bon, je rappelle que normalement, c'est le seul... Un audit, quand vous faites les écarts et les écarts majeurs, normalement, un écart majeur, c'est quelque chose qui peut mettre en péril le système. Voilà. Quand un auditeur vous met un écart majeur, il considère que le système peut être mis en péril. Sur une question comme ça, vous pourriez avoir un écart majeur. Si l'audit système n'est pas fait, puisque vous ne vérifiez pas si votre système fonctionne. Donc, ça veut dire que votre système peut être en péril. Voilà. Donc, l'atteinte des objectifs, oui, alors ça aussi. Vous savez, alors en 2014, on avait innové, on avait le titre de l'axe, et en dessous, on avait mis un objectif. L'objectif de cet axe, c'est de faire... On l'a remis, hein, donc vous allez les retrouver dans les référentiels à chaque fois. Vous avez sous l'axe, là par exemple, sur l'axe 5, l'objectif statué sur le système de management, santé, sécurité, environnement et l'amélioration continue. Voilà. Donc on avait mis ces objectifs. Donc là, dans l'audit système, l'auditeur doit aussi vérifier, et vous devrez vérifier, et dans la certification aussi, qu'on a atteint l'objectif. On vous demande dans votre système à vous d'avoir des objectifs et voir mesurer l'atteinte de vos objectifs. Dans le référentiel, il y a des objectifs à atteindre pour chaque axe. Est-ce qu'on atteint l'objectif partiellement? Ça n'empêche pas que ce n'est pas parce qu'on ne l'atteint pas complètement qu'on aura un écart, mais au moins d'aller vérifier pourquoi on ne l'a pas atteint. Voilà. Et la vérification des dispositifs sont adaptés, connus, appliqués, génèrent des actions identifiées, le plan d'action. Bon, la prise en compte des impacts environnementaux sur la grille, la maîtrise de la méthode d'analyse des événements. Donc, on demande de savoir maîtriser l'arbre des causes, par exemple. Mais il n'y a pas que l'arbre des causes. Hein. Vous avez d'autres méthodes. Hein. Les 5M, Ishikawa, il y en a tout un tas. Vous utilisez la méthode qui vous semble favorable. Voilà. La pertinence des actions au vu de l'événement. Ce que je vous disais, attention, on voit souvent des événements et à la fin, ça finit par une causerie. Pas toujours la causerie. Voilà. L'efficacité des analyses, des actions, l'amélioration des résultats, comment ça améliore vos résultats au niveau de vos actions. La fréquence des audits de terrain, est-ce que c'est cohérent par rapport à votre entreprise? Forcément, si j'ai une petite entreprise, j'en aurai moins. Si j'ai une grosse entreprise, il y a peut-être un peu plus à voir. Voilà. L'ensemble des activités. Attention, il ne faut pas faire du chiffre pour faire du chiffre. Ce n'est pas ce qu'on demande dans le référentiel MAS et ce n'est pas ce qu'on demande dans MAS. On voit souvent des gens qui ont des gros, plein d'analyses, plein de machins, plein de trucs. Il faut faire de la qualité. Si vous faites des visites de chantier pour 200 visites de chantier et je n'ai pas d'action, je ne vois rien, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Voilà. Il y a sûrement des choses à voir. Voilà. Donc attention, il faut que ça soit qualitatif. Et quantitatif, un petit peu, mais surtout qualitatif. Ensemble des activités, le personnel doit être vu, d'accord ? On oublie souvent les gens de bureau, on oublie souvent le petit atelier au fond, là où il y a le mécano qui travaille. Voilà. Donc tout doit être vu. Les pistes de progrès, les écarts identifiés, l'atteinte des objectifs sur les 5 axes. Et après, les dispositifs adaptés, connus, appliqués pour les axes. Et si ça génère des actions. Audit de terrain, contrôle régulier, hein, l'ensemble des activités, le personnel dans les 3 domaines. Voilà, et l'audit système une fois par an sur les 5 axes. L'amélioration continue, donc. Modification du titre. Bilan et amélioration continue. Avant, on parlait que d'amélioration continue. On parle de bilan. Donc, bilan, amélioration continue. Donc, reprise complète de l'axe en 2 chapitres. Il n'y avait qu'un seul chapitre. On l'a séparé en deux. Donc, vous avez le 5.1, c'est le bilan. Donc, on fait des données d'entrée. Un bilan, c'est ça. Vous avez des données d'entrée. Vous allez reprendre toutes les données d'entrée, les retours des parties intéressées, la médecine du travail, les représentants du personnel, tout ce qui peut arriver dans votre système.
Vous avez le suivi des effectifs, le maintien des compétences, les formations, toute cette partie-là. Vous avez l'évaluation de la culture, l'actualisation des analyses de risque, les modes opératoires, la veille réglementaire. Toutes ces choses-là sont des données d'entrée qui rentrent dans votre système. Combien j'ai fait de causeries? Est-ce que tout mon personnel a passé aux causeries? Parce que c'est bien d'avoir des causeries, mais est-ce que tout le monde y passe? Est-ce qu'il n'y a pas un salarié qui passe toujours au travers les mailles du filet? Donc ça, il faut vous en assurer. Voilà. Toutes ces informations-là sont des données d'entrée de votre bilan. Donc vous devez entrer tout ça dans votre bilan, avoir toutes les étapes de votre bilan. Et puis derrière, par rapport à ça, vous avez des actions d'amélioration, des données de sortie, évolution du système, de certains dispositifs. Alors quand on parle de dispositifs, c'est des procédures, c'est des choses comme ça. Indicateurs, la politique, le mode opératoire, l'analyse de risque, les moyens de prévention, tout ça, comment ça évolue par rapport à vos données d'entrée. Voilà. Est-ce que je dois améliorer ça? Est-ce que je dois revoir mon objectif là-dessus, etc. Est-ce que je dois le baisser? Je vous rappelle qu'un objectif, c'est quelque chose d'atteignable, mesurable. Voilà. L'information des données aux salariés, comment on transmet ces informations aux salariés. Voilà pour ce qui est du partie exigence. Et sur la grille, vous allez voir, là, c'est là que ça pique un peu. Sur la grille, il y a moins de questions, mais alors ça donne beaucoup plus de points. Le bilan, est-ce qu'il est réalisé chaque année? Donc, au bilan obligatoire chaque année, la revue de direction. Le bilan des remontées de terrain, notamment les bonnes pratiques sur la santé, sécurité et environnement. 3 fois 30 points variables. Là, ça commence aussi à piquer. L'actualisation de l'analyse de risque et des moyens de prévention. Est-ce que ça a été actualisé? Est-ce que vous avez mis à jour vos éléments? L'évolution des objectifs des indicateurs, comment vous faites évoluer vos indicateurs. Forcément, on regarde si vous avez tous les ans dans votre, par exemple, suivi semestriel, je vais dire un truc, vous avez un TF à 10 en 2021, TF à 12 en 2022, TF à 10 en 2023. Et en 2024, vous êtes toujours à 10. Puis votre objectif est à 20. Ce n'est pas très cohérent. Voilà. C'est des choses qu'il faut regarder aussi. L'objectif est fait pour qu'on l'atteigne, donc il va falloir le descendre. Donc il faut regarder aussi que vos objectifs et vos indicateurs soient en cohérence. L'évolution des plans d'action, notamment réglementaires aussi. La partie évolution du dispositif de management, les évolutions des modes opératoires, les analyses de risque, les mesures de prévention. Donc tout ça sur l'amélioration continue, comment vous faites évoluer les choses. Et la communication des décisions prises, dirigées vers les personnels. Donc, la conclusion, maintien des 5 axes. On l'a dit, 6 000 points, 5 millions en initial. La cotation, forte sur les axes 3, organisation, et l'axe 4, on a augmenté. Les questions de terrain valorisées, ainsi que des incontournables, avec beaucoup de points. Pas de conséquences sur la notation finale pour les entreprises performantes. Le risque de baisse sur les autres entreprises, moins de cadeaux. D'accord, si on est performant, ça devrait fonctionner. On a fait des audits, on a missionné un cabinet d'audit qui nous a fait la différence. Il a fait l'audit avec le 2014 et le 2024. Sur une entreprise performante, ça ne change pas beaucoup. En initial, ça peut changer. On va avoir une cotation plus basse. Sur des entreprises où il y a des petites défaillances, là, on voit que les points descendent. Donc voilà. On a reformulé des exigences et des questions pour éviter l'interprétation. Les parties santé-environnement ont été mis en valeur, vous l'avez vu, et des précisions sur le contenu de la mise au travail, fin de tâches, travaux, prestations. Et la reprise des axes 4 sur l'efficacité et l'axe 5 ont été revus complètement. Voilà ce qui a été fait sur cette conclusion. Donc voilà les échéances. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure quand j'ai démarré. En bas, vous avez les échéances 2014, donc 2024. On est en septembre 2024, octobre, donc jusqu'à la fin de l'année, on va avoir des présentations qui vont se faire à fur et à mesure sur toutes les associations MAS. Janvier 2025. Donc à partir de janvier 2025, vous avez la possibilité d'auditer suivant la référentielle 2014 ou le 2024. Donc à partir de janvier 2025, donc vous me disiez octobre 2025, j'ai la possibilité soit de rester sur le 2014, soit de passer au 2024. Donc, je vais vous donner, moi, ce que je ferai. Voilà. Si, forcément, j'avais un audit en février 2025. Aujourd'hui, tout mon système, il est conçu sur le 2014. 2025, c'est demain, janvier ou février. Donc, je n'aurai pas le temps, ou je pourrais, mais bon, ça prendrait beaucoup d'énergie pour dire je vais essayer de le faire sur le 2024.
Par précaution, je dirais, début d'année 2025, je vais rester sur le 2014. Voilà. Si j'étais dans mon cas, hein, pour mon entreprise. Par contre, fin d'année 2025, octobre, on est en octobre, ça me laisse un an. On a vu qu'on parlait dans le référentiel que pour la mise en place du système, c'est entre 12 et 18 mois. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à changer. Il est plus adapté. Il sera peut-être mieux pour votre entreprise, à vous de regarder. Mais moi, peut-être qu'en octobre 2025, je passerai sur la nouvelle version. Voilà. Maintenant, ça vous appartient. Exactement. Et vous avez la double possibilité. Par contre, janvier 2026, donc pour ceux qui seront en janvier 2026, ils n'auront pas le choix. Nouvelle version 2024. Alors, je sais ce qui va se passer pour certains. Dans leur tête, ils vont se dire, tiens, j'ai un audit en janvier 2026 et je n'ai pas envie de m'emmerder à passer sur le 2024. On ne sait jamais si je peux avoir 3 ans d'un seul coup. Donc, je vais le passer en décembre 2025. Je vais demander au système, aux administratrices, de me déplacer mon audit à décembre 2025. Comme ça, je peux rester sur le 2014. Les doigts dans le nez. Ben non, ça ne marche pas. Les administratifs, ils vont avoir du boulot, donc ils ne vont pas vous décaler vos audits. S'il est prévu en 2025, vous le ferez sur le 2024. Ce n'est pas uniquement une question de boulot. Ouais, c'est une question d'organisation, notamment dans le nous, on va pas cadre s'en sortir. Des comités de pilotage. Donc chacun son tour. Parce qu'en comité de pilotage, si tout le monde fait ça, on se retrouve au mois de décembre avec un comité de pilotage qui va durer 3 jours. Donc ce n'est pas possible. Donc en année organisation, il faut qu'on maintienne l'organisation. Voilà. Donc, soyez, voilà, à vous de prendre ça en main maintenant. Vous avez toutes les billes, vous avez les référentiels. Pour moi, il n'est pas plus compliqué, je dirais qu'il est plus logique, il est plus simple. Il n'est pas plus compliqué. Ce que vous avez mis en place en 2014, si vous prenez le nouveau référentiel, vous allez vite vous l'adapter. Vous verrez dedans, on vous a mis 2 feuilles dedans, parce qu'il y a eu des coquilles à l'impression sur le référentiel, le nouveau format papier. Hein. Alors, si vous allez le télécharger, il est bon. Mais sur le format papier, il y a eu des coquilles. L'imprimeur a fait des petites erreurs. Il a gardé des anciennes questions du 2014 dedans. Donc, on a vu ça. Action corrective immédiate. Hein. Vous voyez, on a analysé, on a fait un plan d'action. Et tout de suite, on vous a remis 2 feuilles dedans pour pouvoir dire, voilà, il ne faut pas se tromper. Donc, on a appliqué le système à l'association base.